31 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Construction de passage supérieur au niveau du carrefour Vedoko. Malgré l'enthousiasme, les populations ne cachent pas leur peine. La circulation et les diverses déviations deviennent parfois un casse-tête. Suivez dans ce journal le constat fait par nos équipes sur place. Le maire du Nord Miami en Floride, aux États-Unis, au cabinet du président du Conseil économique et social, les questions de coopération entre les villes des deux États étaient au cœur des discussions. Vous aurez les précisions dans cette édition. Et puis, célébration des religions endogènes au Bénin. Hugues Vingbe a fait le tour de quelques couvents ce 10 janvier. Son compte rendu à suivre dans un instant. À nouveau, bonjour. Le carrefour CK Toyota de Vedoko, l'un des plus grands carrefours de Cotonou, est en chantier pour la construction d'une passerelle. Derrière les promesses d'une circulation plus fluide, la construction du passage supérieur impose pour l'heure de lourds sacrifices aux populations, commerçants, riverains, transporteurs, écoliers. Tous subissent l'impact d'un chantier aussi attendu que contraignant. Voici le reportage de Brice Deogracias, Menaye et Simon Rollon, nous présenté ici par Ulrich Gaba. Ce chantier ouvert en plein cœur de Cotonou annonce la construction du passage supérieur de Vedoko. Longtemps attendu, ces travaux viendront résoudre un problème majeur de fluidité de la circulation routière. C'est l'une des routes les plus empruntées au quotidien par des milliers d'usagers. Mais en attendant, les travaux bousculent les habitudes. Et c'est quelque chose qu'on attendait depuis. La circulation n'est pas facile, du tout pas facile pour les habitants, parce que c'est mon quartier qui est devenu un lieu de trafic. Les gens n'avaient pas l'habitude de recevoir ce trafic-là, mais on fait avec. Les travaux ont bien démarré, sauf que les déviations dans les ruelles soulèvent la poussière, ralentissent la circulation et entraînent du retard lorsque nous allons au boulot. On espère qu'à la fin de ces travaux, ces difficultés seront conjuguées au passé. Cette infrastructure qui sera érigée permettra à ce que le trafic soit beaucoup fluide et créer moins d'ennuis pour nous qui sommes vraiment riverains. L'intensité du trafic et les restrictions de circulation n'épargnent pas non plus les établissements scolaires qui subissent des désagréments. Dans la journée, il y a beaucoup de véhicules qui passent et qui créent des accidents un peu partout, quoi. Même réalité pour les conducteurs de taxis auto, obligés de revoir leurs itinéraires, parfois leurs tarifs, pour s'adapter à un environnement en constante mutation. Les chemins que nous empruntons sont souvent étroits. À cause des déviations, nous sommes obligés d'augmenter nos prix, ce qui est parfois contraignant pour nos clients. Les clients ne viennent plus comme ça à cause de la voie. Difficilement ils traversent pour venir acheter. Si certains commerces résistent malgré la baisse de fréquentation, d'autres n'ont pas tenu le choc. Sur le tronçon Étoile Rouge Carrefour Sika Toyota, plusieurs tenanciers de boutiques ont déjà mis la clé sous la porte. Un coup dur pour des familles entières, alors que le chantier, lui, est prévu pour durer environ 36 mois. Je dois dire que pour ce que nous avons entendu, les études socio-économiques ont voulu que le gouvernement impacte positivement ceux qui ont des commerces, c'est-à-dire essaye d'amoindrir les manques de revenus de ceux qui sont le long du chantier. Et donc, si cette allocation venait à être effective, je crois que cela soulagerait ces riverains qui n'arrivent plus à vraiment mener les activités économiques. Oui, la société, je ne suis pas trop content d'eux parce qu'on a cherché à les rencontrer et discuter, voir comment nous pourrions travailler ensemble. Mais jusqu'à présent, ça a été vain. Ça a été vain. En attendant l'achèvement de l'ouvrage, les populations vivent le revers de la médaille. Entre résilience et espoir, tous gardent les yeux rivés sur l'horizon, dans l'attente d'un Vedoko enfin désengorgé.
Je le disais il y a un instant, le président du Conseil économique et social a reçu ce mercredi à son cabinet le maire du Nord Miami en Floride, aux États-Unis, au Bénin, sur invitation du roi de Savalou. Dr Alix et Conrad Baguidi ont échangé sur les questions de coopération, notamment sur la possibilité de jumelage des villes de Miami avec celles du Bénin. Je vous invite à suivre le maire du Nord Miami en Floride aux États-Unis à la fin des échanges. Il est au micro de Ouliat Sanoussi et Jocelyn Barriga. Je suis venu ici au Bénin et plus particulièrement à Savalou sur invitation du roi de Savalou qui a été à Miami et qui a décidé de m'inviter. Je peux dire que compte tenu des résultats de mon ADN, je suis béninois. Et donc pour moi, c'est une grande émotion de revenir au pays de mes ancêtres. Mon but est d'amener les peuples ensemble. Et je suis dans le comité de jumelage aux États-Unis. Donc je vais travailler, bien sûr, Savalou a la primauté aujourd'hui, mais je vais travailler à ce qu'il y ait plusieurs jumelages entre des villes des États-Unis et des villes du Bénin. Bien sûr, comme je dis, Savalou a la primauté parce que le roi a insisté là-dessus jusqu'à ce que j'arrive aussi ici. In the wonderful city of North Miami. It's truly been an honor to be here, and it's been a great experience. Je dois dire que je suis très heureux d'avoir rencontré le président du Conseil économique et social. Et j'ai compris dans son développement que le Conseil économique et social a aussi pour le rôle d'amener, de faire des dialogues entre les institutions et la population. Et c'est dans ce cadre que j'insiste que moi, je suis membre du comité de jumelage. Et en tant que tel, le président peut contribuer à cette action de jumelage entre les différentes villes des États-Unis et les différentes villes du Bénin pour le développement économique, social, culturel, etc. des populations des deux côtés. On reste au Conseil économique et social. Après les fêtes de fin d'année, les conseillers ont repris du service. L'institution a ouvert sa première session extraordinaire au titre de l'année 2026. L'amélioration des conditions de vie des populations est au cœur des travaux lancés ce mardi. Les précisions avec Candide Rourentor et Elvis Tonokwa. Les conseils membres du Conseil économique et social renouent avec les grandes assises au service de la nation. Ce mardi 13 janvier, ce sont des conseillers plus déterminés qui reviennent aux affaires pour de nouvelles résolutions en 2026. L'atmosphère de ce matin est bien aux couleurs des retrouvailles entre collègues. L'impression d'avoir manqué la chaleur des plénières n'est pas du reste. Les accolades qui laissent place aux premières causeries de l'année. Puis, à l'heure de renouer avec les habitudes, le premier coup de maille de la nouvelle année ouvre les travaux de la première session extraordinaire au titre de l'année 2026. Je perçois en chacun de vous cette flamme, la même, qui nous anime depuis février 2025. L'ambition de faire du Conseil économique et social le laboratoire d'excellence où se dessinent les solutions aux défis de notre temps. Au regard du défi qui nous attend et de la confiance que les pouvoirs publics ont placée en nous, vous convenez avec moi que nous avons le devoir de redoubler d'ardeur. Je voudrais alors savoir compter encore une fois sur vous pour parachever en beauté l'œuvre que nous avions si bien entamée depuis notre installation en février 2025. Cette première rencontre de l'année offre un cadre solennel d'échange de vœux entre l'ensemble du personnel civil et militaire du Conseil économique et social. C'est aussi une occasion pour les conseillers de passer en revue les différents acquis de l'année écoulée. Monsieur le Président, les conseillers de la 7e mandature entendent œuvrer à la consolidation des acquis, à l'amélioration continue de la performance
du Conseil économique et social afin que ces avis, recommandations et actions de terrain produisent un impact réel sur les politiques publiques et sur la vie de nos concitoyens. Les travaux de cette première session extraordinaire au titre de l'année vont s'étendre jusqu'au 27 janvier 2026. Durant les 15 jours de la session, plusieurs sujets vont retenir l'attention des conseillers. On cite entre autres la finalisation de l'étude des sujets d'autosaisine portant sur diverses préoccupations, le choix de nombreux sujets d'autosaisine avec à l'appui, la présentation des experts identifiés pour accompagner le CES dans les travaux. Cotonou et Abomey-Calavi sont toujours jonchés des affiches des partis politiques plusieurs jours après la fin de la campagne électorale. Dans ces deux grandes villes, affiches et banderoles politiques restent visibles sur de nombreux murs malgré les dispositions légales en vigueur. Une de nos équipes a fait le tour ce mercredi. Voici son constat. Dans les rues de Cotonou et Abomey-Calavi, les traces des campagnes électorales pour les communales et législatives restent toujours visibles. Sur les murs, les poteaux électriques et les clôtures, les affiches de partis politiques continuent de s'imposer, donnant à certains quartiers des allures de campagne sans fin. Selon moi, ça prouve que la campagne continue encore. Ce n'est pas bon. En temps normal, juste après les campagnes, on doit prendre soin de tout enlever, de rendre encore la vie aussi belle, comme c'était avant. Mais on a constaté que toutes les affiches, n'importe où dans les coins de rue, c'est resté comme ça. Soit c'est déchiré à moitié, soit c'est comme ça. Et bon, bizarre, ça rend un peu très vilain la ville. Le mur là, c'est le col qui est ici. C'est pas place de politique, c'est vilain. Très vilain. À chaque jour, si les gens crient les créations ou bien midi là, c'est ça qu'ils vont concentrer sur ça. Pourtant, la loi est claire. À la fin de la campagne, les acteurs politiques sont tenus de retirer leur support de communication visuelle. Sur le terrain, la réalité est tout autre. Ce n'est pas bon pour faire des affiches pour contre les murs et après tout, ils laissent. Ça devient aujourd'hui pour les enfants. C'est les enfants qui balayent ici, juste au fond. Et on a défendu à plusieurs reprises de ne pas le faire. Mais les gens ils ont persisté, ils l'ont fait et ils ont laissé ça. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour assainir l'environnement de Cotonou. Mais il ne faudrait pas que les leaders politiques qui sont censés sensibiliser la population enfreignent aux lois de la République. Il s'agit d'une vieille tradition. Certes, c'est une vieille tradition. Mais aujourd'hui, nous devons réfléchir à faire évoluer cette vieille tradition vers des pratiques un peu plus responsables. Nous sommes dans une dynamique où actuellement, on est en train de promouvoir le tourisme. Et qui parle de tourisme, parle également de faire attention à la pollution esthétique. Si les élections appartiennent désormais au passé, le grand ménage, lui, se fait attendre. Entre responsabilité citoyenne, respect de la loi et préservation du cadre de vie, la question demeure. Qui pour effacer les dernières traces de la bataille électorale? En attendant, Cotonou et Abomey-Calavi continuent de porter sur leurs murs les stigmates des campagnes électorales. On parle diplomatie à présent. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi-Bakari, a reçu les copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur de la République de l'Inde au Bénin. C'était à l'occasion d'une cérémonie fort simple qui a eu lieu au cabinet du ministre. Candide Ouintor nous fait ici le point. Une audience a suivi la remise des copies figurées des lettres de créance par Abhishek Singh, ambassadeur agréé de la République de l'Inde près le Bénin. Cette audience élargie aux membres des deux délégations a porté sur l'état des relations entre Cotonou et New Delhi. Ils ont par ailleurs exploré les secteurs prioritaires visant à consolider la coopération entre le Bénin et l'Inde. De nationalité indienne, M. Abhishek Singh, titulaire d'une licence professionnelle en arts et sciences politiques, et d'un diplôme de 3e cycle en gestion de ressources humaines, est né le 3 janvier 1977.
Ayant fait son entrée au ministère indien des Affaires étrangères en septembre 2003, il y a occupé de nombreux postes à la centrale comme dans les services extérieurs. À la centrale, le désormais représentant diplomatique de l'Inde au Bénin a été entre autres sous-secrétaire chargé du Pakistan entre 2010 et 2011, secrétaire adjoint au cabinet du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et directeur de l'Afrique de l'Est et du Sud entre 2017 et 2018. Dans les services extérieurs, il a assumé plusieurs fonctions, à savoir 3e et 2e secrétaire à Beijing en Chine, premier secrétaire et conseiller à la mission permanente à New York, chef de mission adjoint à Berlin en Allemagne de 2016 à 2017, puis à Kaboul en Afghanistan de 2018 à 2020. Avant d'être choisi pour représenter son pays au Bénin, il a été ambassadeur à Caracas de 2020 à 2023. Abhishek Singh occupait depuis 2023 le poste de co-secrétaire du ministère indien des Affaires étrangères et sous-Sherpa pour le G20 jusqu'à sa désignation en octobre 2025 en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Inde près la République fédérale du Nigeria avec juridiction sur le Bénin. Il est marié et père de 2 enfants. La cité historique de Ouidah s'illumine à nouveau au lendemain des Vodundés. Elle accueille une exposition qui retrace l'aspect sacré et douloureux de l'histoire. Il s'agit de Kanchicha qui se tient depuis ce 13 janvier à la Maison de la Culture. Ulrich Kaba nous en dit plus. Au centre de l'expérience, un dôme, une bulle magique où la technologie se met au service de la mémoire. Kanchicha, qui signifie le lien, nous transporte dans un récit transatlantique. Après avoir fait ses premiers pas à Rio de Janeiro, ce projet revient sur la terre de ses ancêtres, là où tout a commencé. Si Kanchicha revient aujourd'hui au Bénin, ce n'est pas un hasard. C'est ici que commencent des histoires qui ont traversé l'Atlantique dans la violence, certes, mais aussi portées par des savoirs, des spiritualités et une capacité remarquable à transmettre et à créer malgré ce concept. Mais c'est aussi un travail qui s'est fait entre 3 continents, 3 façons de penser, à travers un récit, une histoire et de l'innovation. Le cœur battant de cette œuvre est un film immersif qui retrace l'aventure humaine d'une équipe ayant travaillé sur 3 continents pour raconter l'histoire de Na Agontime, mère du roi Gezo déporté vers le Brésil. Entre spiritualité et technologie, Kanchicha se veut un dialogue apaisé avec le reste du monde, une main tendue par-delà l'océan, pour multiplier les canaux narratifs de notre identité. Pour moi, Kanchicha, c'est le lien entre les 3 temps de la vie, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Le passé, pourquoi? Parce que l'histoire qui est racontée porte sur une histoire réelle, même s'il y a une dimension de fiction qui est venue la féconder. Le présent, pourquoi? Parce que ce sont les technologies du présent qui ont permis justement d'avoir cette présentation immersive que nous avons aujourd'hui. Et pourquoi le futur? Parce que quand vous allez faire votre entrée tout à l'heure dans la salle, vous allez voir le dôme, vous allez découvrir un objet futuriste. À travers cette projection, nous affirmons une conviction forte. Le cinéma, et plus largement la création artistique, est un outil puissant de transmission, de conscientisation et de dialogue entre les générations. Il est aussi un espace de liberté où nos récits peuvent enfin être racontés par nous-mêmes. L'ambition est claire, produire une culture populaire en langue locale, capable d'être discutée et partagée à travers le monde entier. Cette exposition-projection se poursuit à la Maison de la Culture de Ouidah jusqu'au 31 janvier 2026. Retour sur la célébration des religions endogènes en marge des Vodundés. La tradition du 10 janvier continue d'être perpétuée dans certains couvents qui ne sont pas restés oisifs ce jour. Une de nos équipes a effectué une tournée sur quelques lieux de culte vaudou de la commune d'Abomey-Calavia afin de constater l'ambiance qui y a prévalu. Hugues Vingbe, Rachidi Soubero. Dans ce couvent de l'arrondissement de Sivier, l'ambiance est conviviale cet après-midi de 10 janvier. Pendant que les visiteurs échangent les civilités dans la concession mitoyenne, les femmes s'affairent à la cuisine. Le maître des lieux, pour sa part, après avoir changé son accoutrement, fait une prière
à l'une des divinités de son couvent. Nous étions avec le vaudou que nous appelons Yadjokombi. Yadjokombi est avant toute chose un vaudou de protection. Lorsque vous l'avez chez vous, ça vous protège, ça protège la maison, la famille, femmes, enfants, vous aussi, tous ceux qui vous entourent. Au-delà de cela, lorsque vous avez une préoccupation, vous pouvez aller vers Yadjokombi et demander son aide. Pour le Bokono, la célébration du jour s'inscrit dans un cadre particulier. Et nous sommes en train d'organiser la 26e édition de notre FACPE. C'est une fête que nous faisons chaque année pour remercier Fa Romela de nous avoir accompagnés tout le long de l'année, de nous avoir aidés à assister les clients, tous ceux qui sollicitent notre aide. Alors qu'elle a repris son chemin, notre équipe surprend un groupe de Gungu en pleine démonstration. Ne pouvant vivre le grand spectacle prévu en fin d'après-midi, nous sommes allés à la rencontre de l'organisateur. Il procède en notre présence à une courte séance de prière et de consultation du Fa. On a déjà fait mourir certains animaux, et comme les moutons, les volailles. Bon, nous sommes maintenant en une petite pause afin de bien redémarrer le soir avec les revenants. À notre arrivée dans ce couvent du Révier, l'heure des libations est également déjà passée. Ici aussi, on prie pour le chef de l'État. Les gens sont venus nombreux aujourd'hui. Et nous avons immolé plusieurs moutons et donné à manger à la divinité. Ce lieu sacré est le sanctuaire d'une divinité atypique, Azevodun Letriki. Azevodun Letriki est une divinité bienfaitrice. Il sauve, protège contre la sorcellerie et accorde la longévité. Que tu cherches un travail ou des enfants, il te comblera. Le 10 janvier étant inclus dans le calendrier des Vodun Days, plusieurs dignitaires célèbrent cette journée dans la cité historique de Ouidah. Et voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.